Il est 22 h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de votre journal de 22 h. Les titres de l'actualité de ce lundi 3 octobre. Le chef de l'État, Ismaël Marguil, a adressé un message de félicitations au président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et dans l'actualité internationale au Brésil, Lula et Bolsonaro qualifiés pour le second tour des élections présidentielles. C'était les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République a, dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale allemande, souhaité davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami allemand. Ces vœux du président Guelleh sont intervenus dans un télégramme de félicitations envoyé au président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent aussi à moi pour exprimer leur sympathie à la nation allemande, a dans ce message écrit le président Ismaël Marguil, qui s'est réjoui du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tous les concours nécessaires au raffermissement des liens déjà privilégiés entre nos deux nations, a par ailleurs noté le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations à son homologue Frank-Walter Steinmeier, à l'ensemble du peuple ami allemand. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a fait ce jour la supervision des travaux de l'aéroport international d'Ambouli en présence du ministre du Transport et de l'Équipement. Également, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, était présent. Le directeur général et son adjoint présents également. En effet, ce projet est constitué de plusieurs phases d'aménagement dans la réhabilitation de l'aérogare avec l'aménagement de l'extérieur ainsi que l'extension du côté est. Afin de garder le fonctionnement de l'aéroport opérationnel, le groupe de construction font leurs travaux de manière à ne pas arrêter les flux d'activité et l'exploitation du lieu, entamant les travaux de la partie départure qui sera inaugurée dans les jours à venir. Le Premier ministre s'est rendu sur place pour constater de visu les fins des travaux prochaines du rez-de-chaussée consacré au hall d'enregistrement, ainsi qu'une partie de la mosquée pour les passagers et à l'étage, une zone de transit, un duty-free, une cafétéria et deux salles d'embarquement. Les travaux de la partie arrivée seront entrepris avec l'inauguration de la première phase du projet. Toujours dans le souci de ne pas déroger aux activités et au fonctionnement de l'aéroport international de Djibouti, le groupe de construction procédera à l'aménagement de la partie VIP ainsi que la partie extérieure à l'inauguration du hall consacré au départ des voyageurs qui seront, quant à eux, opérationnels en phase de la réhabilitation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite d'une délégation ministérielle soudanaise au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, reçue par le ministre en personne, Mahmoud Ali Youssouf. C'était aujourd'hui que le chef de la diplomatie a reçu le ministre du Transport qui a donc préside cette délégation, Hicham Ali Abouzeid, accompagné de Abdallah Yahya Ahmad, ministre de l'Urbanisme et des Routes et des Ponts, mais également Mme Ahlam Madani Mahdi, ministre de l'Investissement, et ainsi que Rahma Saleh Al-Ubaid, ambassadeur de la République du Soudan à Djibouti, mais également au cadre soudanais. Côté Djibouti, on prépare à cet entretien l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Issa Khairi, l'ambassadeur Moussa Mohamed, le directeur de la communication, Moussa Mohamed, ainsi que M. Mohamed Ali et Hodan Moussa, respectivement directeur et sous-directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères. Cette même délégation a été également reçue par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, cet après-midi. Son cabinet, cette délégation soudanaise conduite par le ministre des Transports de ce pays frère et ami, Hicham Ali Abouzeid. En participé également à cette entrevue le conseiller technique du ministre, M. Abayezid Mahamake, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Soubana Saïd Ismail, et le directeur des transports, M. Dileita Sultan. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays en matière de transport et
logistique. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de remise de certificats en spécialité et gestion de l'état civil. C'était ce matin au Palais du Peuple, présidé par 3 ministres, en l'occurrence celui de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, et le ministre délégué chargé à la décentralisation, Qassim Haroun Ali. Un programme de formation d'une durée de 8 mois qui a pour but de renforcer les capacités des officiers et des agents de l'état civil en vue de moderniser les documents d'identité dans le cadre du processus de transformation numérique entrepris par notre pays. Mis en place par la Direction générale de la population et de la famille en collaboration avec l'Institut national de l'administration, l'INAP, cette action s'inscrit dans le cadre de la formation des agents de l'État pour améliorer les performances des institutions publiques. Un cursus qui a été mis en place par l'INAP, qui était donc destiné au cadre de l'État civil. La mise en place du système national d'identification biométrique par la République de Djibouti, appuyé en partie par l'UNICEF, qui permettra aux agences de se mettre à l'ère du numérique afin d'harmoniser les procédures à niveau national et d'assurer que les documents d'état civil, particulièrement les actes de naissance, sont remis dans les délais aux bénéficiaires. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis pour ce jour, remettre leurs certificats aux agences qui ont suivi une formation théorique et pratique pendant 6 mois auprès de l'Institut national de l'administration publique. L'État a incontestablement beaucoup investi pour faire de l'Institut ce haut lieu de la formation qu'il est devenu aujourd'hui. Néanmoins, il a besoin d'être grandi, d'être élargi pour se développer, atteindre tous ses objectifs et réussir parfaitement sa vocation des pépinières, des communes, de l'administration publique. Je vois des têtes aujourd'hui, c'est vraiment un immense honneur d'être avec vous. Les messages les plus importants, Monsieur le ministre du Travail, notre leader, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je pense que vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? C'est tout simplement un message d'accompagnement. Un message d'accompagnement des 35 personnes qui ont cru au message du directeur général de la population et de moi-même, du début du lancement, le 2 janvier, août, non, mais c'était le 28 juillet qu'elle s'est arrêtée, la formation, un message fort, Monsieur le ministre, un message fort, parce que cette formation doit avoir une certaine continuité. Les 3 membres du gouvernement qui ont présidé cette cérémonie ont tous pris la parole. En premier, le ministre délégué chargé à la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali. Le moment constitue le moment fort de la formation qualifiante dispensée par des formateurs spécialisés en gestion d'état civil du 2 janvier au 28 juillet 2022 à l'INAP. Comme vous le savez, l'état civil est le moyen permettant au pays l'enregistrement continu et évolutif des naissances, des décès et de la situation maritale de leurs habitants. Cependant, ce sont en effet des hommes et des femmes qui reçoivent et conseillent les citoyens lors de grands événements qui jalonnent leur vie et qui délivrent les différents actes nécessaires à l'ouverture de leurs droits. À l'occasion de faits heureux, le mariage ou les naissances, ou à l'occasion des événements plus tristes lors du décès d'un parent. La question des ressources humaines est au cœur du système de gestion d'état civil, car ce sont toujours des hommes et des femmes qui contrôlent, transmettent, centralisent et analysent les données, produites essentiellement dans l'élaboration des politiques de développement. C'est pourquoi, à l'ère actuelle, les services d'état civil du pays se voient renforcés de 37 lauréats. À travers les différents modules de droit civil enseignés, les participants auront beaucoup appris tout à la fois du bon fonctionnement de l'état civil, de l'intérêt d'enregistrer systématiquement les faits de la vie, du droit auquel ils sont rattachés. Mesdames et messieurs, il convient d'insister sur le fait qu'un système d'enregistrement inadapté rend invisibles les populations les plus pauvres, habitant dans des zones rurales, ce qui en retour limite leur accès aux services socio-économiques dans le pays.
Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, s'est exprimé en ces termes. C'est avec un plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour participer à cette cérémonie de remise de certificats en gestion de l'état civil qui a été mise en place en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Mesdames et messieurs, l'état civil est un point névralgique de l'administration publique. Les officiers et les agents de cette institution doivent impérativement bénéficier d'une formation de qualité afin qu'ils puissent servir les citoyens avec compétence, sérieux et professionnalisme. Cette formation professionnelle certifiante a vu la participation des agents d'État civils et des employés des préfectures de Djibouti-Ville, ainsi que ceux des 5 régions. L'objectif de cette formation, qui a été étalée sur une durée de 7 mois, a consisté à renforcer les capacités dans 3 domaines très importants, à savoir en communication et en rédaction administrative, en management et en leadership, en système informatique et biométrique. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Intérieur donne une importance capitale à la formation professionnelle de son personnel afin que ces derniers puissent servir avec efficacité la population. Prenons la parole en dernier, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a rappelé le rôle crucial de l'Institut national de l'administration publique dans la stratégie de transformation de notre administration. Voici ses propos. C'est un honneur et un immense plaisir d'être parmi vous à cette cérémonie de remise des certificats aux officiers et agents de l'État civil, de la Direction générale de la population et de la famille. Ce cursus qui vient de prendre fin a été mis en place par l'Institut national de l'administration publique, INAP, que je salue ici le perfectionnisme et l'expérience et les qualités de ces fonctionnaires chevronnés avec son équipe. Je salue également le jeune doyen, magistrat, brillant, qui a pu prendre cette lourde responsabilité sur son épaule. Et je félicite à ce propos également l'ensemble des lauréats que vous êtes, mesdames et messieurs. Cette action s'inscrit dans le cadre de la formation permanente qui fait partie de la feuille de route de son Excellence, le Président de la République de Djibouti, son Excellence Haji Ismaël Omar Guelleh, pour que l'administration djiboutienne soit à la hauteur des défis qui les attendent. Grâce à ce partenariat entre le ministère de l'Intérieur, mon collègue ici présent, Saïd Nour, et le ministre de la Décentralisation, M. Kassim, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette formation puisse avoir lieu et finir dans de bonnes conditions, comme nous le voyons ce matin. Aujourd'hui, l'Institut national de l'administration publique dispose d'une équipe formée, très motivée, capable d'offrir un parcours sur mesure pour chaque service afin de répondre à ses besoins. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette signature de convention tripartite entre le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, représenté par M. Ilyas Moussa Dawali, et l'Agence française de développement et l'Union européenne. Cette signature de convention d'un montant total de 40 millions d'euros vise à améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement
dans notre pays. Ces nouveaux fonds, en partie délégués par l'UE et l'AFD, viennent renforcer l'engagement de la Team Europe dans ce secteur. Deux des nouveaux projets signés visent à améliorer également le traitement des eaux usées dans plusieurs communes de la capitale. Clé pour créer les conditions favorables au développement d'une ville verte et durable, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, dont notamment les filles et les femmes. La pression démographique en milieu urbain nécessite une politique cohérente de gestion de l'urbanisme et de l'environnement pour l'avenir du pays. Ce secteur est d'ailleurs au cœur des objectifs identifiés dans Djibouti ICI, qui est le deuxième plan national de développement 2020-2024, qui s'inscrit dans la vision Djibouti 2035 du président de la République de Djibouti. Du côté djiboutien, le ministre de l'économie a pris la parole. M. Elias Moussa Dawali a indiqué que ces nouveaux projets visent à accompagner l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Ces dernières années, nous avons connu plusieurs conséquences, tant sur le plan de la sécheresse que sur le plan des inondations. Mais parallèlement, en raison du niveau de certains anciens quartiers par rapport à la mer, les conditions d'assainissement de l'eau usée sont devenues également extrêmement fragiles et très difficiles. Ça fait partie du programme d'adaptation climatique, mais surtout de bien-être pour la population djiboutienne engagée par le gouvernement de Djibouti, en collaboration avec des partenaires comme l'Union européenne et la France, qui sont très actifs, qui sont les principaux intervenants dans ce secteur. Nous souhaitons aller de l'avant pour compléter la station d'épuration d'eau usée de Douda. Nous sommes en train de développer une deuxième station pour Balbala Sud, c'est-à-dire tous les quartiers où Djibouti va se développer, y compris l'université. Mais nous souhaitons également l'acheminement de ces eaux usées vers ces centres d'épuration. En l'occurrence, une première partie de financement a été déjà exécutée pour 7 bis, Citeller, et également vers quartier 6, quartier 4 et quartier 5 font partie maintenant de ce programme pour permettre le financement additionnel pour ces quartiers. Ces quartiers, une fois complétés, nous aurons de meilleures conditions de bien-être. Nous comptons également travailler très sérieusement sur d'autres quartiers. On sait que le besoin en termes de financement pour l'assainissement est très important par rapport à ces 40 millions. Et voilà qu'il nous ramène de parler du lancement de l'exercice de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile au siège de l'ONARS situé au PK13. Cérémonie dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdulkader, et a vu la présence également du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, le représentant du LCR et du PAM. Cet exercice de vérification a pour but donc de renouveler ces réfugiés aux documents afin de leur offrir une meilleure protection, inclusion et des moyens de subsistance. Cette vérification qui vient de démarrer permettra également de déterminer le nombre de personnes relevant de la compétence de l'ONARS et du HCR résidant sur le territoire national et mettra à jour leurs dossiers tels que les empreintes digitales, l'adresse, le statut matrimonial, l'éducation, la santé et la profession. Elle permettra également aux réfugiés la prise en compte des demandes de réactivation, de séparation de groupes et d'unification des membres. Un exercice de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile qui se poursuivra non seulement dans la capitale mais aussi dans les régions de l'intérieur, notamment dans les camps des réfugiés, notamment Markazi, Ali Adé et celui de Hol-Hol. À l'issue de la cérémonie de lancement, les officiels ont effectué une visite dans les stands où se déroulent ces opérations de vérification. Ces délégations apprécient les dispositifs de pointe pour les enregistrements mis en place par l'Office national des l'ONARS et en collaboration avec l'UHCR.
Je voulais juste préciser que, comme vous l'avez suivi, on a passé la période de sécheresse et comme l'ensemble de la population, les réfugiés également ont subi les affres de la sécheresse. Et cet exercice nous donne l'occasion de coupler l'intervention en cash pour soutenir les ménages réfugiés qui sont en milieu urbain. Et nous allons être accompagnés dans cet exercice par les partenaires ONARS, UNFD et le MAS. Voilà, je voulais saisir cette occasion pour les remercier, mais de façon globale remercier l'ensemble des partenaires qui sont engagés avec nous dans cet exercice. Cela fait des mois que nous sommes en train d'y travailler et je dois préciser que c'est un aboutissement. Il y a exactement un an de cela, le gouvernement de la République de Djibouti, par la voix du ministre de l'Intérieur, a donc sollicité le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'appui pour organiser cette vérification, mais aussi pour épurer les dossiers de demandeurs d'asile qui sont en instance de longue durée. Et donc, par la suite, le bureau régional a envoyé plusieurs missions d'appui ici, qui ont travaillé avec ONARS et les autres partenaires. Et aujourd'hui, Inch'Allah, vous avez vu le dispositif de vérification. Il est très bien organisé. Nous avons passé à toutes les stations, il y en a au moins 9. Et donc, voilà comment nous allons, dans les détails, faire la vérification de l'ensemble des réfugiés. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkadir, qui présidait donc le lancement officiel de l'exercice de vérification, s'est exprimé en ces termes. En train de tout faire pour être capable de recevoir, de gérer, bien entendu en étroite collaboration avec les HCR, mais in fine, comme vous le savez, comme dans tout pays, on ne peut pas avoir plusieurs bases de données. Il faudrait qu'il y ait une base de données nationale qui comportera bien sûr des bases de données thématiques. C'est ce qui est en train de se faire au niveau de notre pays, au niveau de la direction générale de la population. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être prévoir d'ores et déjà, c'est l'interopérabilité entre ces deux bases de données. En tout cas, c'est des données comment pour pouvoir partager facilement et aisément ces données-là. Voilà, je terminerai bien évidemment par remercier l'IHR pour son soutien précieux, actif. Et j'insiste véritablement, l'IHR fait beaucoup de choses pour nous appuyer. Hussein est là pour les confirmer, n'est-ce pas? Et on leur rend véritablement grâce de cette aide, de ce soutien précieux qui dépasse même des fois leur cadre, leur mandat. J'aimerais aussi peut-être terminer sur, pas une anecdote, mais sur concrètement ce que fait l'ONARS. L'ONARS, le cœur du métier de l'ONARS, c'est comme vous le savez, c'est d'enregistrer les réfugiés. Et c'est ce qui est fait tous les après-midi. On les faisait jusqu'à il y a 2 jours. Tous les après-midi, il y a une commission qui se réunit dans cette même salle, une commission que j'ai l'honneur de présider. Et à cette place-là, il y a des réfugiés qui viennent s'installer avec femmes et enfants. On leur pose un certain nombre de questions. Ils nous décrivent leur trajectoire de vie, leurs difficultés à Djibouti comme dans leur pays. Et beaucoup de fois, vous en doutez, il y a aussi des histoires douloureuses, des gens qui ont un passé certes difficile, n'est-ce pas, qui viennent chez nous parce qu'ils espèrent avoir, oui, un présent acceptable et envie, bien entendu, d'avoir aussi un avenir meilleur. C'est ce qui les motive à bouger. L'exercice est officiellement lancé. Merci beaucoup. Faire le point sur les formations en matière d'épidémiologie du terrain sur la première ligne. Tel a été donc le maître mot d'une réunion du comité de pilotage dirigé par le directeur de l'INSPD, l'Institut national supérieur, Dr Hussein Youssouf Darar, une réunion du comité de pilotage qui a permis de recenser et de mettre en lumière les travaux effectués par la brigade d'épidémiologistes en matière de prévention et de surveillance épidémiologique. Ainsi, les participants ont donc suivi des exposés, des présentations dans toutes les actions qui ont mené sur le terrain par ces hommes et femmes dans l'exercice de leur mission, et ce, depuis la fin de leur formation initiale jusqu'à ce jour. Les membres du comité de pilotage ont pu apprécier la tâche ardue exécutée par ces femmes et ces hommes épidémiologistes qui ont fourni un travail de qualité au cours de leur investigation épidémiologique de terrain. Cela
induisant des avancées tangibles, notamment en termes d'amélioration des indicateurs et de la surveillance épidémiologique. Nous avons pu mettre en exergue que 25 personnes ont été mises à 22 personnes la première cohorte, plus 20, 42 personnes ont été formées. Mais également, on a pu montrer que 51 cas d'investigation ont été menés au bout de ces deux cohortes. Notre objectif, c'était de pouvoir appréhender et de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir effectuer les 4 cohortes dont nous voulons faire. Il est temps que, pour nous, le ministère de la Santé ne soit plus dépendant des partenaires ici présents et qu'il puisse participer de façon planifiante à ces formations à hauteur au minimum de 30 à 40% et que les partenaires puissent également se substituer. Donc c'était pour nous l'occasion de ne pas seulement demander à l'IGAT et surtout à la FNET de pouvoir prendre en charge ces formations, mais également de dire aux autres partenaires ici présents, que ce soit l'OMS, la Banque mondiale, la FUNIAB, le corps onusien et non onusien en globalité pour ne pas oublier quelqu'un, un partenaire, de pouvoir se lister et de pouvoir se préparer de telle manière que ces résidents puissent être formés ici sur place à Djibouti. Et nous remercions également l'Institut qui a pu permettre à 4 personnes d'envoyer à l'extérieur par ses propres moyens donc au Burkina Faso pour qu'ils fassent une formation d'expertise et un master en entomologie, mais également 2 personnes aux États-Unis par le biais du CDC d'Atlanta. Par le fonds du CDC d'Atlanta, 2 personnes sont en train d'être formées aux États-Unis sur le Public Health Emergency Management. Le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a accueilli au salon d'honneur de la direction générale de l'administration de l'institution le général de brigade aérienne Laurent Boité, commandant des forces armées françaises stationnées à Djibouti. Le général Boité a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par les troupes d'honneur de la garde-côte et les officiers de l'institution. Bien, cette délégation conduite par le général français a été ensuite conduite au salon d'honneur où le colonel Waïs Omar Boghoré a saisi l'occasion pour présenter les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de cette institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux hommes qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dans le détroit de Bab al-Mandab et de la mer Rouge. La visite s'est poursuivie avec une présentation également des grands patrouilleurs que la garde-côte djiboutienne utilise dans le cadre de ses missions de patrouille de surveillance du domaine maritime djiboutien. Le colonel Boghoré a ainsi pu présenter au général Boité une vue d'ensemble des moyens engagés pour assurer la sécurité maritime dans notre pays. Cette visite s'est clôturée donc avec la traditionnel échange des cadeaux et une photo de famille immortalisant cette journée. Le directeur général du CRIPEN a donc réceptionné une donation de 11 conteneurs de manuels scolaires destinés aux établissements scolaires arabophones. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des diplomates de l'ambassade du Royaume-Uni, du Royaume d'Arabie Saoudite, des collaborateurs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que les chefs d'établissement de l'enseignement en langue arabe. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur général a chaleureusement remercié les diplomates saoudiens
L'occasion pour lui de souligner l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux nations, en l'occurrence le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. C'est un réel plaisir aujourd'hui pour moi d'être parmi vous à la cérémonie des dons des livres offerts par le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce don de livres est destiné aux établissements de l'enseignement arabe de notre pays. Ces dons symbolisent encore une fois l'excellence des relations qu'il y a entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je remercie à Monsieur l'ambassadeur de cette coopération, de cette fraternité et de l'amitié qu'il y a dans notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce don est un symbole très important et témoigne de l'effort que déploie l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite pour le développement des établissements arabisants. Je remercie. Enfin, j'exhorte aux chefs d'établissement de prendre soin de ces manuels et d'utiliser d'une manière efficace pour un profit maximal dans les établissements et pour les élèves de l'enseignement arabe. Je vous remercie. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, cette présidentielle au Brésil, Lula da Silva et Jair Bolsonaro qualifiés pour le second tour. Le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva participeront au second tour de l'élection présidentielle le 30 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le tribunal supérieur électoral, le TSE du Brésil. À l'issue du dépouillement, environ 99,6% des machines de vote. M. Lula da Silva a obtenu 48,3% des votes contre 43,3% pour Bolsonaro. C'est ce qu'a déclaré la TSE. Selon la loi électorale brésilienne, un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix pour être élu dès les premiers tours. Le président du TSE, Morales, a indiqué plus tôt dans la journée que ces élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.